Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille sur Veto Micro Céline Porret-Condamin. Bienvenue Céline. Bonjour Sophie, merci. Avec plaisir. Alors, Céline, difficile de faire un récap rapide, mais je vais faire de mon mieux. Tu es vétérinaire, diplômée de Lyon en 2004. Alors, tu t'es tout de suite orientée vers la canine pure. Et puis, en 2008, suite à une association, tu as commencé à prendre des responsabilités managériales. Tu t'es intéressée à ce domaine et tu t'es formée progressivement grâce, premièrement, à un DEMV à Toulouse et puis un IMBA à Lyon. Et puis, j'ai eu l'impression, en lisant ton parcours, c'est le moment où tu prends véritablement ton envol. Pendant les 10 années suivantes, tu gères ton entreprise, tes équipes, ton GIE, tu rentres au germe, tu deviens présidente d'Ergon, et je pense que j'en passe. Et puis, en 2020, tu décides de créer Vétéricare, avec ton mari. On va bien sûr avoir l'occasion d'en parler, car c'est le sujet un peu principal aujourd'hui. Et enfin, en 2021, tu quittes la clinique et tu prends 8 mois pour vraiment te mettre à 100% dans ce projet. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement te qualifier de multicasquette avec Vétérinaire Care, un jour par semaine en clinique, des formations en management que tu dispenses et enfin une activité que tu démarres en accompagnement de clinique. Ouf, j'ai dû retenir ma respiration presque pour dire tout ça. Alors Céline, dis-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu devenue vétérinaire? Enfin, dis-nous tout. Voilà, où a commencé ce parcours? Déjà, merci pour cette synthèse. Merci pour l'invitation à ton podcast, parce que je suis vraiment très, très heureuse de partager ce moment avec toi. Alors, c'est pas facile, effectivement, de se présenter. Oui, effectivement, je suis vétérinaire, j'ai 42 ans. Il y a toujours les présentations un peu formelles, hein. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un chien, des chats, des poules. Et j'habite entre Lyon et les montagnes, parce que c'est une région que j'adore. Voilà, alors vétérinaire, je pense que c'est absolument pas original, parce que c'est un projet d'enfant qui a 6 ans et qui dit qu'il veut devenir vétérinaire parce que j'aimais les animaux. Donc quelque chose de absolument très classique, avec, je pense comme beaucoup de vétos, une idéalisation du métier à l'époque, hein. C'était uniquement très, très centré sur l'animal. Et je pense que j'ai construit mon projet professionnel parce que justement, autour de moi, ma famille n'y croyait peut-être pas tant que ça. Et en particulier, j'avais un grand-père paysan qui m'a répété tout au long de mon enfance que c'était pas un métier pour les femmes. Et je pense que si je me suis un peu entêtée dans ce métier, c'est aussi pour faire mentir la famille et ce grand-père en particulier. Donc voilà, pour la présentation. D'accord. Et donc, personne dans ta famille, du coup, n'était vétérinaire, si je comprends bien? Non, personne n'était vétérinaire. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler, mais j'ai 2 parents qui étaient fonctionnaires, donc qui n'étaient pas non plus dans le monde de la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû apprendre. Mais non, il n'y avait pas du tout c'est un métier que je ne connaissais pas et que j'ai du coup appris à découvrir au fur et à mesure des années et de la formation. D'accord, donc ton premier levier, ça a été de prouver à ton grand-père que une femme pouvait faire vétérinaire.
si je comprends Peut-être, bien. complètement. Et ensuite, est-ce qu'il y en a eu d'autres, des leviers, du coup, pendant ton parcours? Parce que bon, évidemment, tout le monde sait que c'est pas forcément facile voilà, de décider de devenir vétérinaire. C'est des études, quand même longues et relativement compliquées. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont porté pendant cette période? Alors, je pense que j'ai toujours aimé apprendre beaucoup. J'étais très scolaire, et mon parcours a été très, très scolaire, hein, d'ailleurs pendant toutes mes études. Ceci dit, à la fin de l'école vétérinaire, j'ai eu paradoxalement, alors que j'aimais, la scolarité, j'aimais apprendre, j'ai eu très, très vite envie de partir de l'école et d'entrer en pratique. En 5e année, j'ai pas voulu faire de 5e année à l'école vétérinaire, j'ai voulu faire une 5e année, en stage en clinique privée, justement pour un petit peu me confronter à ce que c'était que le métier. Alors peut-être parce que justement pour être sûre que ça correspondait au projet d'enfant. Mais c'est vrai que j'ai eu vite envie de me mettre un peu les mains dans le cambouis, tout en poursuivant finalement une formation continue qui a été très active. Avec l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait des connaissances, il me manquait des cartes. Et donc j'ai continué à me former, tout au long de ces années post-école, en fait. Donc il y a eu un peu ce paradoxe de se dire: j'étais quand même très scolaire et ça me correspondait bien, mais aussi l'envie d'assez vite pratiquer ce métier que j'avais rêvé. Et puis, pendant ma 5e année en pratique justement, j'ai eu un vrai coup de foudre professionnel. Je pense que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, alors que je faisais des gardes dans une clinique comme beaucoup de jeunes vétos. Un coup de foudre professionnel avec mes futurs associés et je me suis dit, en fait, c'est dans cette clinique que j'ai envie de travailler, dans cette clinique dans laquelle j'ai envie de rester. Et j'ai vraiment, je pense, créé ma place parce qu'il n'y avait pas forcément la place pour moi à cette période-là. Heu, mais on s'est tellement bien entendus. J'ai trouvé dans cette clinique une espèce d'ouverture d'esprit, d'envie de progresser, une bienveillance qui m'a plu et alors que je ne faisais que des gardes, je me suis dit: «Non, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose dans cette boutique». Donc ça a été la clinique dans laquelle je suis restée 17 ans. Pas mal. Pas mal. D'accord, donc tu as démarré avec, bah, tes futurs associés et puis associés et puis tu as commencé, bah, évidemment à mettre la casquette de chef d'entreprise en tant qu'associé dans cette structure et tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui était management. Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu avais déjà découvert un peu au préalable ou c'est vraiment en commençant, en ton association que tu as découvert cette attirance? Alors c'est vrai que j'ai commencé à pratiquer en tant que salariée, mais avec comme idée qu'un jour j'allais m'associer, mais je pense sans du tout imaginer ce que ça représentait en fait de gérer une entreprise. Et quand je me suis retrouvée associée, ça a été, assez violent parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais des parents fonctionnaires, donc cette notion de gestion d'entreprise, honnêtement, j'en avais aucune, vision dans ma famille. Heu et du je racontais souvent à mes salariés que entre le 31 septembre et le 1er octobre, dans la nuit, j'avais changé de statut. J'étais devenue chef d'entreprise et je n'imaginais pas du tout de ce que c'était, en fait. Et ça a été violent alors que j'ai été épaulée par mes associés, parce qu'en fait, je me suis associée à 2 couples de vétérinaires qui avaient 20 et 30 ans de plus que moi. Et qui m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée, hein, dans cette transition. Mais malgré tout, j'ai ressenti quand même une violence dans la non-préparation. Le fait que, je n'étais pas formée pour ça, et le fait pour moi de pas maîtriser, de pas avoir toutes les clés pour ça, ça a été quand même, un sentiment, heu, d'imposture Mmh. terrible et le fait de pas avoir les clés pour bien gérer, une entreprise qui a rapidement, été en forte croissance, ça m'a vraiment donné envie, de changer un peu mon mon orientation de formation, parce que jusqu'à mon association, je m'étais vraiment formée, dans des formations très techniques, hein, vétérinaire. Je suis formée, en médecine interne, en endoscopie, en reproduction, enfin des formations médicales, en fait. Et du jour où je me suis associée et en particulier quand mes premiers associés sont partis à la retraite et j'ai repris un peu plus de missions, managériales, je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas, j'ai pas les clés, j'ai pas les compétences, il faut que je me forme aussi là-dedans».
Et c'est ce qui a commencé à effectivement, un peu toutes les formations après que j'ai suivies. En particulier, j'ai commencé par le DEMV de Toulouse, que j'ai suivi en fait, en collaboration avec, certains de mes associés. C'est-à-dire qu'on partait à 2, suivre ces semaines à Toulouse et sur le trajet du retour, pendant les heures de route, on listait tout ce qu'on allait pouvoir faire et mettre en pratique tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça, vraiment, c'était une révélation pour moi. Vraiment, j'ai trouvé ça génial, hyper intéressant, hyper épanouissant, de se dire que tu gérais plus un peu au doigt mouillé, mais que tu avais vraiment des clés, des compétences pour mieux gérer tes équipes, pour mieux gérer ton entreprise. Donc, vraiment une grosse prise de conscience que j'avais pas appris ça à l'école, que je ne savais pas faire et que c'était un vrai métier, en fait, de gérer une entreprise et qu'il fallait que j'acquière ces compétences-là. Ça me fait sourire parce que, ça fait beaucoup écho, sur ce que j'ai vécu et je me dis: «C'est exactement ça, en fait». On imagine que devenir chef d'entreprise ou manager, c'est un peu inné ou pas et qu'on est bon ou pas, mais en fait, c'est un vrai métier et ça Ouais, s'apprend. ça s'apprend. Ça s'apprend et puis alors c'est vrai que les nouvelles générations de vétérinaires ont quand même, plus de bagages que nous on l'a eu à l'époque. Mais c'est vrai que, il y a quand même on est formé en tant que véto à être des experts et cette casquette d'expert nous fait parfois nous dire si on est expert un peu dans tout ce qu'on touche, ce qui est absolument pas vrai, bien évidemment. Je pense qu'on peut être très bon vétérinaire et très mauvais gérant d'entreprise, très mauvais dirigeant. Mais c'est vrai que ça nous poursuit un petit peu et ça apporte un flou qui est parfois, je trouve, négatif dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut apporter à nos équipes. Et c'est vrai que se former, ça a été une évidence pour moi, mais ça a été une évidence aussi pour notre collectif d'associés, en fait, à ce moment-là. Parce que la clinique prenait un envol, de spécialisation, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse croissance de la clinique et en particulier de la partie, référée, donc avec des vétérinaires qui étaient de plus en plus spécialisés dans leur domaine. Et en fait, il y a eu une vraie décision des associés de l'époque d'envisager le management et la gestion d'entreprise comme les autres domaines d'exercice médicaux. C'est-à-dire comme il y avait un spécialiste en chirurgie, comme il y avait des imageurs, eh bien, il fallait des associés aussi qui se spécialisent entre guillemets en management. Donc ça a été une vraie décision forte et que j'ai trouvé génial à l'époque de se dire, en fait, on l'envisage aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir des experts dans des domaines médicaux, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui sachent faire ça. Est-ce que j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que ce parcours de voiture que tu décris, est-ce que vous avez réussi à appliquer tout ce que vous listiez, en rentrant? Alors on en a fait beaucoup. Parce qu'à l'époque, où j'ai suivi ces 2 MV, donc les 2 associés fondateurs de la clinique étaient partis en retraite. Donc il y avait aussi un collectif d'associés qui s'était réduit. On était, 3 associés à ce moment-là, dont un couple. Donc finalement, un processus décisionnel qui était assez rapide. Et donc entre guillemets, on était vite en mode, on décide, on applique la décision. Donc oui, il y a eu pas mal de choses qui ont été, appliquées assez rapidement et ça a été d'ailleurs une époque, hyper, enrichissante, enthousiasmante, hein, parce qu'on avait une idée et de l'idée entre guillemets à la mise en pratique, il se passait rien, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Bien sûr, on va dire que cette efficacité décisionnelle, elle a été moindre du moment où la clinique, elle s'est élargie en termes d'associés, d'équipes, ce qui est normal, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas décider comme ça quand on est après 4, 5, 6 associés, bien sûr. Et ça se structure beaucoup plus. Mais cette période, effectivement, on va dire d'hyper rapidité dans les décisions, c'était vraiment génial. C'était une période vraiment, vraiment chouette du développement de la clinique, quoi. Mmh. Et puis je peux imaginer que ça a facilité aussi, bon, tu as fait ton DEMV et puis tu t'es engagée dans un MBA, j'imagine sur 2 ans à peu près, en temps partiel? Alors, j'ai commencé par faire une formation un peu intermédiaire à l'EM qui était un certificat d'1 an, qui s'appelait «Diriger une activité». Et puis à la fin de cette formation, j'ai encore ressenti un peu ce côté, il me manque des choses et donc j'ai C'est sans fin. enchaîné sur c'est ça, c'était sans fin. C'est probablement ce que se sont dit mes associés, ils ont dû se dire: «Mais c'est sans fin».
Et j'ai enchaîné sur un MBA qui effectivement faisait 2 ans. Que ce soit le certificat ou le MBA, en fait, c'était des rythmes qui étaient adaptés aux dirigeants d'entreprise. Donc, des rythmes de 3 jours par mois de théorie. Et puis après, on continuait à travailler dans notre activité professionnelle. Donc, c'était quand même un rythme qui était adapté à des gens qui étaient en poste, en fait, de direction. Donc ça, c'était plutôt bien. Après, ce que j'avais pas trop envisagé à l'époque, c'est qu'entre un certificat d'1 an et un MBA, il y a une énorme différence de travail personnel. Et qu'effectivement, le MBA demandait beaucoup de travail en amont de chaque module, un travail de rendu systématique après qui était quand même qui m'a pris une bonne partie de mes soirées, de mes week-ends et de mon temps libre. Mais c'était tellement enrichissant que honnêtement, pour rien au monde, je regrette. Je me doute. Et est-ce que vous aviez aussi, parce que je pense que tout le monde qui nous écoute n'a pas forcément les éléments de ce qu'est un EMBA. J'imagine que vous aviez aussi, au-delà des compétences un peu, on va dire, classiques du monde de l'entreprise, la finance, la compta, le management, etc. Vous aviez aussi tout un focus sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui compétences comportementales, Tout à compétences fait. douces. Oui. Il y avait effectivement du travail sur soi en termes de dirigeants, comment on travaille son leadership, comment on emmène des équipes. C'est vrai que la partie développement personnel, en particulier à l'EM, dans le cursus de l'EM, elle est importante. Parce qu'il reste persuadé que c'est très, très important pour la pratique de direction d'entreprise. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment effectivement assez intéressant de mieux se connaître parce que ça permet effectivement aussi derrière de mieux appliquer un peu toutes les compétences théoriques. Et puis, il y avait 2 choses importantes dans le MBA. Il y avait beaucoup de travail en petits groupes, de travail collectif. Et ça aussi, en soi, c'est un apprentissage énorme parce que tu commences à travailler sur des sujets avec des gens qui sont pas du tout de ton domaine d'activité, qui sont très différents de toi, mais des gens quand même qui ont un bagage, qui ont des égos, parce que tu es quand même sur des gens qui dirigent déjà des entreprises, des équipes, hein, donc qui ont quand même une certaine expérience, au moins 10 ans d'expérience hein, sur de la direction de business unit, sur voilà, ce type de profil. Et donc, ce travail en groupe, c'est une vraie volonté aussi pour nous faire progresser dans l'intelligence collective. Et ça, c'est très apprenant. C'est très dur parfois, mais c'est très apprenant. Et puis, il y a quelque chose qui est très important dans ces formations-là, c'est le réseau. C'est quelque chose qui est très développé, c'est-à-dire de se dire que tu apprends des gens qui sont avec toi, tu lis beaucoup de relations et ces relations, elles te portent alors que tu as quitté la formation et alors que tu n'es plus à l'EM. Et c'est vrai que ce réseau, alors bien sûr, c'est un réseau qui est absolument pas vétérinaire pour le coup, parce que moi, on était 2 vétos sur une promotion je crois, de 50. Donc c'est vrai que et l'autre confrère était dans l'industrie. Donc c'est vrai que j'étais la seule véto en pratique. Donc un réseau pas du tout vétérinaire, mais qui reste très, très enrichissant parce qu'on continue à se voir. Alors que là, ça fait plus de 2 ans que j'ai fini ma formation. On continue à se voir, on continue à partager sur nos carrières, sur nos échecs, nos réussites, sur ce qu'on entreprend, sur nos changements un petit peu de vie. Et ça fait partie vraiment aussi de la richesse de ces formations. C'est ce réseau-là. Il y a vraiment un avant, pendant et après MBA hein, sur plein de points de vue. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, ça te change personnellement, ça change ta vision aussi de ce que tu as envie de faire. Je pense que ça réaligne beaucoup de choses, en fait. Et ça, des fois, je l'ai vu chez certains amis à qui on a fait la formation, c'est que des fois, ça prend quelques années, d'ailleurs, pour se mettre en place, mais il y a un vrai besoin d'aligner aussi ce qu'on est, de mieux se découvrir avec ce qu'on fait. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai traduit hein, d'ailleurs par mes changements professionnels. Oui, tu fais allusion à cette idée d'équipe et pareil, ça me fait aussi sourire. Avant mon MBA, j'avais vraiment l'impression que je savais ce que c'était du travail en équipe en étant vétérinaire sur le terrain. Et en fait, je me suis rendu compte avec beaucoup d'humilité et un peu de honte que c'était pas le cas, que j'associais le travail d'équipe à clairement
un alignement, on va dire, de compétences scientifiques qui se concordaient, mais pas du tout cette notion de travailler ensemble. Et je sais pas si, j'ai l'impression en tout cas que c'est un peu ce que tu évoques. Alors tout à fait, et travailler ensemble dans le sens aussi de profiter de tout ce que les gens autour de toi peuvent apporter. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une entreprise veto, on a parfois l'impression qu'on a les bonnes idées, qu'on va essayer de les appliquer, alors que finalement, on travaille avec une équipe qui est une mine d'or de talents, de compétences que parfois on ignore. Et, et cette responsabilité qu'on a en tant que dirigeant, d'ailleurs, de développer les talents, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là, de se dire, en fait, on pense des choses sur des gens qui travaillent, on les embauche pour une mission, sur un profil, mais par contre, ils peuvent nous apporter tellement dans le travail quotidien, mais aussi dans les décisions qui peuvent être prises, dans les projets, dans cette intelligence collective qu'on peut créer. Et ça, c'est une vraie découverte, effectivement, de se dire, bah non, c'est pas forcément toi qui auras les bonnes idées, c'est aussi, si tu n'impliques pas tout le monde dans la façon dont tu peux faire des changements, et ben, tu n'auras pas forcément la bonne réponse, parce qu'elle ne vient pas forcément de toi, elle vient souvent des gens qui sont sur le terrain, qui sont en face des problèmes, mais aussi tu auras plus de mal à les engager et de les mettre en application. Donc ça a été une vraie découverte aussi, dans la façon de voir les gens avec qui tu travailles. Et puis une des découvertes aussi, ça a été de se dire, il y a de la richesse dans la diversité. C'est-à-dire que clairement, on a tendance à penser, d'ailleurs moi qui ai beaucoup recruté pendant des années, je sais que je suis beaucoup tombée dans ce piège-là de se dire, on a toujours tendance à vouloir travailler avec des gens qui nous ressemblent. Et c'est dommage d'avoir des gens toujours qui nous ressemblent. Il faut arriver à tirer profit de la diversité des gens qui nous entourent, de la diversité des personnalités. Et en particulier, moi, je l'ai vécu entre associés. On peut être extrêmement différents, mais le voir comme une richesse plus que comme il n'est pas pareil. Donc, moi, dans ce que je pense, j'ai raison et lui, il a forcément tort. Non, en fait, on peut penser des choses différemment et cette façon de fonctionner différente, elle apporte, et c'est une richesse. Il faut essayer de la mettre à profit pour amener l'entreprise là où on veut l'amener. Et ça aussi, ça a été une vraie découverte, parce qu'on a vite tendance à s'enfermer dans moi je pense quelque chose, j'ai raison, c'est forcément moi qui détiens la vérité. Et or finalement on est tous différents, mais on a tous déjà une perception de cette réalité qui est différente, et c'est pas pour ça que les autres perceptions peuvent pas apporter en fait des choses très très intéressantes. Donc ça a été un peu une double découverte dans la gestion de l'équipe, que ce soit l'équipe d'associés, l'équipe des vétos, des assistants et autres profils qui travaillent dans l'entreprise vétérinaire. Tu as raison, et tu mentionnais leadership, et je pense que ce que tu viens de décrire là, c'est en tout cas en ce qui me concerne, mon opinion, c'est le vrai leadership. C'est non seulement entraîner les gens avec toi, mais aussi savoir identifier les personnes, aussi diverses soient-elles, et créer un maillage entre elles qui leur donne envie aussi de travailler ensemble et de te suivre. Alors même qu'elles se seraient peut-être pas choisies. Exactement, très vrai. Ouais. Et ça, c'est un rôle que tu incarnes évidemment extrêmement bien en tant que présidente d'Ergon. Excellente transition. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, je ne sais pas si je l'incarne bien, mais ceci dit, c'est vrai qu'Ergon est arrivé un peu à ce moment-là aussi de ma vie, c'est-à-dire au moment où j'étais dans ce MBA. Et du coup, cette association est arrivée assez naturellement, parce que c'est un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire le fait de se dire, on partage des expériences différentes, on grandit ensemble, mais on s'ouvre aussi à des domaines d'activité qui ne sont pas vétérinaires, et on apprend de ces autres types d'activités. Donc Ergon, c'est vraiment ça. Et donc ça a été assez naturel l'entrée dans Ergon pour ça, parce que j'y retrouvais ce qui m'avait plu à l'EM, vraiment le fait d'aller chercher de l'inspiration, une espèce d'humilité, de se dire on partage ce qu'on réussit, mais aussi ce qu'on rate, hein. Et ça nous fait grandir. Donc non seulement ça te fait grandir toi qui rates, mais ça fait grandir aussi les gens avec qui tu partages. Et c'est hyper précieux, parce que finalement on est dans une profession, on n'aime pas trop des fois dire qu'on a des échecs, ce qui est normal. On voudrait toujours réussir, mais ces échecs, ils sont précieux
pour avancer et pour progresser, mais en plus pour faire progresser les autres. Donc c'est vrai que c'est arrivé assez naturellement Ergon. Après, c'est vrai que pour être très honnête, tu dis, t'incarnes bien et tout. Pour moi, ça n'a pas du tout été naturel d'arriver à la présidence d'Ergon. Parce que finalement, j'y suis arrivée assez vite. J'étais chez Ergon depuis à peine 2 ans. Et quand Pierre-Marie Cadot, donc l'ancien président, m'a proposé de prendre un petit peu la suite, honnêtement, c'était absolument pas évident pour moi. Déjà, Pierre-Marie était quelqu'un de très charismatique. Pour moi, il incarnait tellement ça, tellement Ergon et toutes ces valeurs-là que je ne me voyais pas bien comment moi j'allais apporter ça à sa suite. Et puis je pense que, alors après, je sais pas, c'est pas probablement pas le cas de tout le monde, mais moi j'avais ce petit syndrome de l'imposteur sur un coin de mon épaule là qui me disait mais qu'est-ce que tu t'irais foutre là, c'est pas du tout ta place, c'est pas pour toi. Et donc il a fallu quand même un petit peu aller à l'encontre de ça pour se dire mais si, vas-y, déjà t'adores cette association, t'as envie de contribuer, t'as envie de faire quelque chose et peut-être que tu y arriveras. Et si tu n'y arriveras pas, encore une fois, c'est pas grave. T'es pas toute seule parce qu'Ergon, c'est surtout une grosse équipe, un conseil d'administration hyper dynamique en fait qui avance. Donc tout ne tient pas du tout sur tes épaules. Et puis au pire, si t'es pas bonne, et ben c'est pas grave. T'auras apporté, t'auras essayé et voilà. Donc ça n'a pas été naturel. Il a fallu vraiment lutter un petit peu contre ce syndrome-là, on va dire. D'accord. Et ces constats-là, tu y es arrivée toute seule ou bien tu t'es fait aider, j'imagine que ton mari a dû te soutenir, le conseil d'administration dont tu viens de parler. Oui. Tu t'es fait coacher, il y a d'autres choses qui t'ont accompagnée sur cette période? Non, je me suis pas fait coacher. C'est vrai que les soutiens et alors, Guillaume effectivement a été un gros soutien là-dessus, parce qu'il me connaît bien forcément, donc il sait un peu quels sont mes freins là-dessus. Pierre-Marie a été très, très important dans la décision et puis bien sûr le conseil d'administration à l'époque qui m'a dit: «Mais vas-y quoi, vas-y, lance-toi» et oui et du coup, c'est vrai que je pense qu'au fond de soi, il y a toujours aussi l'envie en tout cas, chez moi, il y avait l'envie aussi d'avoir un challenge de plus, entre guillemets. Et puis, je me suis dit, allez, c'est vrai que c'est un challenge de plus qui peut être sympa. Et voilà. Mais oui, un gros soutien plus qu'un coaching, en fait. D'accord. Et là, j'ai envie de sauter de Ergon à Vétéricare et du coup, il faut que tu me racontes. Sautons. Sautons. Alors en fait, sautons pas tant que ça, parce qu'il y a quand même du lien entre tout ça, hein, bien Voilà. évidemment. Alors Vétéricare, donc c'est une association de médecine solidaire. Médecine solidaire et responsable, hein, j'y reviendrai, mais pour nous, c'est quelque chose d'important avec Guillaume. Donc c'est une association qu'on a créée il y a fin 2020 et qui est née on va dire, de deux gros moments de notre vie. C'est né déjà d'un contexte personnel avec Guillaume qui était un peu difficile. On avait tous les deux décidé de quitter la clinique dans laquelle on était donc depuis un bon petit moment. Et la désassociation avec le Covid, elle a pris plus de temps. Au lieu de prendre à peu près 6 mois, elle a pris 18 mois. Donc le fait effectivement que ça prenne du temps, c'est quelque chose qu'on a vécu difficilement parce que déjà terminer une histoire d'une quinzaine d'années, c'est jamais évident, hein. Quand on s'investit dans une entreprise comme ça, on y met son cœur, ses tripes, on y met un petit peu tout son engagement. Donc c'est forcément quelque chose qui est difficile aussi à vivre, même si c'est un choix qui était vraiment un choix complet. Et cette période qui traînait un peu, c'est une période où on perdait un peu du sens dans notre quotidien. D'autant plus qu'on avait pris la décision tous les deux de surtout pas repartir sur quelque chose d'autre professionnellement. C'est-à-dire que ça avait été un choix de notre part de se dire on tourne une page professionnelle qu'on a adorée, qui a été une page épanouissante, enthousiasmante. On s'est éclaté pendant ces années dans cette clinique-là. Mais on fait le choix de ne pas repartir tout de suite sur un autre projet professionnel parce que on voulait prendre le temps
et ne pas repartir dans un projet un petit peu en toute hâte pour combler un vide par réaction à ce qu'on avait vécu les 15 ans précédents. Et donc, de prendre du temps. Et donc, on est parti sans avoir de projet professionnel derrière. Et du coup, comme ça a duré un peu plus que prévu, c'était encore plus difficile de se dire j'ai rien derrière. Et pour moi, du coup, j'ai pas de sens dans mon quotidien de ce que je peux faire. Et alors, je veux dire, moi qui suis quelqu'un qui 10 projets à la fois, ça ne plus avoir de projet, c'était un truc pour moi, je pensais, c'était le pire. De se dire, j'ai pas de projet là. C'est un truc, ça a été extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment né de cette période, de se dire, il faut que je retrouve du sens là, et que je retrouve un projet qui a du sens pour moi. Et puis, il y a eu un autre élément qui a joué beaucoup dans Vétérinaire, c'est que j'avais fait 2 voyages en Inde, 2 ans d'affilée. En 2018-2019, dans le sud de l'Inde, dans la région de Bangalore, qui est un peu la Silicon Valley indienne. Et en fait, j'avais découvert des choses assez enthousiasmantes, en particulier en discutant avec des Indiens, en discutant avec des citoyens là-bas. Parce que en Inde, alors l'Inde c'est énorme en fait comme pays. c'est pas un pays, c'est plusieurs pays en fait tellement c'est grand. Et l'État est finalement assez peu présent au sein des régions par rapport à un pays comme la France. C'est-à-dire qu'en France, l'État il s'occupe de tout, de plein de choses quoi, de notre santé, des infrastructures, de pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en Inde c'est pas du tout ça. L'État il est peu présent par rapport à ce qu'on voit en France. Et en fait, il y a un vrai esprit de ce que je peux qualifier d'entrepreneuriat citoyen là-bas. C'est-à-dire que les gens là-bas, quand ils ont une problématique dans leur quotidien, ils attendent pas en fait que quelqu'un vienne leur apporter la solution, et encore moins l'État, parce qu'ils savent que ça arrivera jamais. Quand ils ont une problématique, ils essayent de construire un projet en se disant, en fait, comment moi, avec mes compétences, ma petite zone d'influence, dans ma zone d'influence, je peux contribuer à cette problématique et comment je peux trouver une solution. Et en fait, on a visité des gens qui avaient quand même construit comme ça des projets, et en particulier en éco-responsabilité, en développement durable, des trucs de fou, quoi. En partant de rien dans un quartier pauvre de Bangalore, en se disant... c'est vrai que des fois, on a l'image de l'Inde comme un pays hyper polluant. Quand on voit le Gange après la fête de Ganesh, c'est vrai que ça fait mal à notre esprit écolo. Mais d'un côté, là-bas, quand il y a quelqu'un qui décide de faire quelque chose, il y a une espèce de puissance de l'engagement et une envie de contribuer à son pays, à sa planète, qui est extrêmement fort et qui abat toutes les barrières. Et ça, on a trouvé ça ça nous a vraiment bluffé de se dire, mais en fait, il y a cette notion de responsabilité individuelle, de dire, en fait, si tu as envie de changer quelque chose, tu commences déjà par changer toi, mais par initier le changement à ton niveau. Et ça nous a beaucoup inspiré. Ça nous a beaucoup inspiré parce qu'on s'est dit, à ce moment-là de notre vie, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre profession? Si on devait changer quelque chose, en quoi on peut contribuer avec... on avait du coup 15 années de pratique, moi plutôt en médecine générale, en gestion d'entreprise, Guillaume en imagerie médicale, mais plutôt dans la partie de médecine spécialisée, entre guillemets. Et comment on peut contribuer à quelque chose qui nous pose problème dans notre profession? Donc, il y avait vraiment cet esprit-là. Et du coup, avec cette phrase, elle est très banalisée, cette phrase de Gandhi, mais c'est « be the change you want to see in the world », quoi. C'est soit le changement, quoi. Tu as envie de voir. Il y a un moment, attends pas que le changement y vienne, mais toi, sois le changement, initie le changement et fais quelque chose à ton niveau. Donc, on a créé Vétérinaire en se disant, qu'est-ce qui nous a le plus ennuyé dans nos années de pratique? Et on s'est dit, le pire pour un véto, c'est quand tu sais que tu peux soigner, mais qu'en fait, tu vas discuter de l'euthanasie de l'animal parce que les gens n'ont pas les moyens. Et donc, on est parti de ça, on est vraiment en discutant tous les deux, en échangeant là-dessus, en se disant, ça, c'est vraiment un truc, ça pourrit la vie des vétérinaires, ça pourrit la vie des équipes, ça nuit vraiment à notre vocation de soignant, parce que si on a fait ce métier, si on choisit à 6 ans, un petit peu plus tard, faire ce métier, c'est vraiment pas pour se retrouver dans ces situations-là. Et donc, on est parti vraiment de cette situation en disant, nous, on a quoi dans notre petite mallette pour essayer de résoudre ça? Et donc, on a créé Vétérinaire vraiment comme ça.
à ce moment-là de notre vie et aussi en se disant, qu'est-ce qu'on peut utiliser de nos expériences, de nos compétences, pour résoudre ça. Et il y a eu un élément qui a été vraiment, primordial dans la création de l'association, c'est il se trouve que la même année, je ne sais pas si tu as vu passer ce TEDx, américain de Melanie Bowden, qui est une véto, américaine, qui a fait un TEDx sur un peu ça. Il se trouve qu'on l'a vu de façon complètement, imprévue, mais sur, la difficulté de son métier de vétérinaire, l'usure, vraiment compassionnelle qu'on pouvait avoir, le fait d'être totalement fatigué émotionnellement par ces cas-là, où on doit gérer l'émotion du propriétaire, on doit gérer le côté financier et que parfois elle a des phrases très fortes de dire, les gens te disent, «Mais en fait, vous voulez que je tue mon animal parce que j'ai pas les moyens de payer». Voilà et donc quand on a vu ce truc, on a dit: «Mais nous, le projet Vétéricare, c'est exactement ça, quoi». C'est essayer de lutter sur ces cas-là qui sont quand même hyper plombants en tant que véto, en tant qu'ASV, quoi. Donc voilà un peu la genèse, j'espère que je suis pas trop longue Non, avec c'est ce que super, je raconte. je bois tes paroles, donc c'est super. Bon. Mais voilà, ça a vraiment été ça et donc on s'est dit: «On va créer une association, qui on va remettre une association là-dessus dans les mains des équipes soignantes pour, éviter ces cas, vraiment catastrophiques, en termes de sens, hein». On parlait de sens dans le quotidien, mais ça clairement, quand tu dors mal la nuit, quand tu as dû, prendre ce type de décision uniquement pour une question de moyens financiers. Mmh mh. Alors tu soulignes 2 choses qui sont selon moi, hyper importantes et intéressantes dans ton histoire. C'est la première chose que du néant peut naître beaucoup de créativité. Tu t'es retrouvé dans cette période un peu de no man's land et puis tu avais besoin de faire quelque chose et de faire cette pause finalement est né un projet, incroyable, enfin je trouve. Et puis la deuxième chose, c'est ce côté de, faire sa part en fait, Ouais, de pas s'imaginer toutes les barrières qu'on va devoir, potentiellement abattre, mais de se mmh, dire: «Bon, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire?» et de voir ce tout que à ça fait. donne tout simplement et La ça, c'est notion du super. colibri. Ouais, c'est vraiment la Exactement. notion du petit colibri et c'est vrai que alors c'est rigolo que tu parles de créer du néant parce qu'en fait, si le logo de l'association, c'est un lotus, c'est absolument pas par hasard. C'est justement vraiment lié à ce que tu dis. C'est que pour nous, le lotus, c'était le symbole du projet. C'était de se dire: de la boue peut naître quelque chose de beau parce que le lotus, c'est ça, c'est qu'il a les pieds dans la boue, mais par contre, quand il fleurit, c'est finalement une beauté extraordinaire. Et pour nous, le Vétéricaire, c'était ça, à titre perso pour nous, c'est-à-dire qu'on était dans une période de nos vies qui n'était pas facile, mais de cette période pas facile, on voulait faire naître quelque chose de beau pour notre profession. Et il y a aussi pour les vétos, c'est-à-dire que pour nous, on voulait, en tout cas, c'est notre ambition, que l'association, elle soit ça, c'est-à-dire que deux situations qui étaient boueuses dans notre quotidien, quand tu te retrouves face à un propriétaire qui a pas les moyens de payer une chirurgie, tu es vraiment dans la boue, quoi, de ton métier pour nous. Mais Vétéricaire avait pour ambition d'apporter quelque chose de beau aussi en ça et de mettre en lumière, la solidarité des vétos, la solidarité, inhérente à notre profession qui est très, très forte. Et c'est vrai que alors après je suis absolument pas objective, mais c'est vrai qu'avec Guillaume, on se dit: «Mais il y a pas de profession plus solidaire que les vétérinaires» et c'est vrai que cette, image, très délétère que pouvait avoir le véto dans ces situations-là, où le propriétaire, il se disait: «Mais mon véto, il pense qu'aux sous, quoi. Il me présente sa facture, je peux pas payer, il y a que ça qui est important pour lui». Et ben, c'était vraiment de se dire: «Non, Vétéricare apporte quelque chose de beau dans des situations, boueuses». Voilà. Donc c'est amusant que tu soulignes ça parce que c'est vraiment, absolument pas anodin si on a choisi cette image-là. Ben voilà. Connexion. Exactement. Et où vous en êtes alors aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes, où vous aviez imaginé que vous seriez? Comment ça se passe? Alors c'est vrai je pense qu'on était très naïfs quand même parce qu'on ne connaissait pas grand-chose au milieu du solidaire et c'est vrai qu'on est vraiment parti la fleur au fusil, sur la foi d'un joli PowerPoint, soit, mais sans du tout savoir à quoi on allait s'attendre, mais en se disant, «On y va, on peut que vivre une expérience, heu, hallucinante» et effectivement ça a été le cas. Déjà la première chose, c'est qu'on a rencontré des gens qui nous ont portés. Assez rapidement dans le projet, qui nous ont soutenus, qui, ont fait écho un peu à cette idée parce que clairement,
on aurait pu avoir une idée qui nous semble bonne pour nous, dans les problématiques qu'on a eues pendant nos années d'expérience, mais en toute honnêteté, ça pouvait être que notre perception, et peut-être que nos confrères n'avaient pas du tout cette perception-là. Et dans ce cas-là, il fallait effectivement qu'on se fasse coacher, mais que c'était pas forcément une problématique de la profession. Et quand on l'a présenté le projet aux premiers confrères, quand on a commencé un petit peu dans notre cercle fermé à présenter ça, on a reçu un retour qui était tellement fort, tellement chaleureux, que ça nous a beaucoup porté dans le début du projet. Et en particulier, on a 4 personnes qui ont été très, très importantes dans le projet. C'est un peu nos anges, on les appelle ça nos angels, qui nous ont aidés et soutenus dans on va dire, la communication et le développement stratégique de l'association au début. Parce que quand tu es 2, c'est vrai qu'en plus d'eux, on se connaît forcément très bien avec Guillaume, donc on anticipe même les objections de l'un de l'autre. C'est pas forcément là où tu exprimes le plus la controverse et la créativité, quoi, à bien te connaître. Donc ces 4 personnes-là qui sont Charlotte Sandret, Christophe Huguenet, Vincent Daté et Antoine Sénéco, ils nous ont vraiment porté aussi là-dedans, ils nous ont apporté des angles différents. Ils nous ont aidés à voir aussi le développement d'associations avec d'autres visions que la nôtre, et ça c'était super, et ça nous a vraiment permis de faire une première année à la hauteur de ce qu'on attendait. Et en particulier, alors si un peu on déroule l'année 2021, donc on a créé fin 2020 l'association, on a commencé toute fin 2020 à notre recherche de mécènes, parce que bien sûr c'est le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir des fonds dans notre association. On a commencé à communiquer auprès des vétérinaires tout doucement par les réseaux sociaux, tout début de 2021. Et rapidement, on a eu nos premières adhésions. Adhésions de cœur. Hein. Et là encore, je remercie les vétos qui nous ont suivis dès le début, parce que la plupart des premières adhésions vétos qui nous ont suivis, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de plateforme de gestion des dossiers de soins, on n'avait pas encore de fonds pour financer des dossiers. Enfin, vraiment, c'était le tout début de l'association. On a quand même des gens qui ont adhéré au projet tout de suite, qui nous ont suivis, qui ont dit c'est super, on va vous soutenir, comment on peut vous aider? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Et du coup, on a passé les 6 premiers mois 2021 à communiquer auprès de la profession, parce que pour nous, c'était important que l'association, elle soit au départ connue des vétos, avant de, entre guillemets, communiquer auprès du grand public, parce que c'est un moment où, oui, il va falloir des dons, il va falloir que les gens nous aident, et qui mieux que les propriétaires peuvent aussi nous aider à finalement rentrer des recettes parce qu'ils comprennent cette problématique-là. Mais on voulait que l'association, elle appartienne quand même aux vétérinaires, donc on a commencé la communication auprès des confrères, et on a fait un gros travail de création de la plateforme digitale sur les 6 premiers mois. Pour nous, c'était très, très important de faire ce travail de création de plateforme digitale. Ça a été un vrai choix stratégique, hein, parce que franchement, on aurait pu commencer à gérer des dossiers avec du papier, en fait, hein, comme beaucoup d'associations. Mais on avait vraiment envie de créer une association qui soit pas comme les autres, qui soit tout de suite un peu une association 3.0, si tu veux, plus efficace, plus rapide. Et on s'est dit, quoi d'autre que le digital pour apporter de la rapidité, de l'efficacité dans le travail, quoi. Donc, on a passé du temps à créer cette plateforme. Le but pour nous de la plateforme, c'est ça, c'est de la rapidité pour les équipes vétérinaires dans la création des dossiers de demande de financement. Parce que c'est l'équipe véto qui crée le dossier, qui fait le choix de demander l'aide au départ. Bien sûr, après, le propriétaire, il reçoit un lien, il valide que c'est lui qui est demandeur. Il donne les informations et il accepte bien sûr de transmettre les informations médicales, mais il y avait quand même le fait de se dire c'est le véto qui a l'animal devant lui en hospitalisation souvent, qui connaît le pronostic et qui sait de quels soins ont besoin l'animal, qui va être à l'initiative du dossier. Pour nous, c'était important. Mais comme on a été aussi dans le bain et qu'on a connu la longueur de gestion de ces dossiers, avec des ASV qui peuvent passer du temps au téléphone, à appeler les associations, à essayer de trouver la meilleure solution. On s'est dit, le digital a cet avantage-là de tu fais 3 clics et hop, tout de suite, t'es mis en relation. Donc voilà, c'était un vrai parti pris stratégique pour nous de se dire, on ne lance pas l'association tant qu'on n'a pas l'outil digital. Et alors là aussi, pour être honnête, on a beaucoup appris, hein, parce qu'on n'y connaissait rien
Et on a appris de toute la difficulté de parler un langage qui n'est pas notre langage du tout, avec des grosses difficultés où nous, on avait l'impression de dire des choses, puis on avait des développeurs en face qui appliquaient ce qu'on disait, mais non, ne comprenaient pas forcément tout ce qu'on voulait dire en annexe quand c'était pas dit et que c'était pas écrit noir sur blanc, quoi. Donc, ça a été aussi un énorme apprentissage de se rendre compte que c'était chouette le digital, mais enfin, c'était pas facile. Mais cette plateforme, elle a quand même bien avancé. Elle a été inaugurée en juin 2021. Parallèlement à ça, on a un de nos mécènes qui est Wolf Learning Consulting qui nous avait dédié une équipe pour construire quelque chose qui était très important dans la mission de l'association. C'était un parcours de formation des propriétaires aidés. Et ça, on l'a aussi construit courant 2021 grâce à ce travail de Wolf, avec pour objectif de se dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas anticipé en fait des coups de soin. C'est pas forcément parce qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper de leur animal, c'est pas forcément parce qu'ils se sont fait piéger de leur propre gré, mais parce que parfois ils n'ont pas les infos de combien coûtent des soins. Et Dieu sait que maintenant, les soins, oui, ils coûtent cher, mais parce qu'on fait des soins de qualité, on fait des soins d'excellence en médecine vétérinaire, et ça a un coût. Et se dire, non seulement on va aider les gens en leur payant une partie de la facture des soins qu'ils ne peuvent pas payer, mais l'assistanat, on n'y croyait pas trop, donc on va aussi leur apporter l'information qu'ils n'ont pas eue en se disant, on va pas seulement leur apporter le poisson, mais on va les apprendre à pêcher pour la suite. Et on va leur donner les clés pour qu'ils se retrouvent plus jamais dans cette situation à l'avenir avec leur animal. Donc ce parcours propriétaire, il a vraiment pour objectif de les initier à comment prendre soin d'un animal qui est en bonne santé, comment bien prendre soin d'un animal qui est malade. Donc on parle de médecine préventive, on parle de coûts. On compare des coûts de soins en médecine vétérinaire, médecine humaine. On parle de comment tu peux anticiper. C'est-à-dire, bien sûr, on parle de mutuelle, mais pas que. On parle de comment tu peux aussi peut-être créer un compte bancaire dédié à l'animal. Enfin, tout ce genre de choses. En se disant, si on arrive à initier, à apporter cette information à un maximum de propriétaires, peut-être qu'on évitera de se retrouver dans ces situations-là. En tout cas, que les équipes se retrouvent confrontées à cette impossibilité de paiement. Donc c'est peut-être un peu utopique, mais ça faisait vraiment partie de la mission de l'association. Et j'imagine assez vertueux, parce que je peux imaginer, mettant à la place d'un propriétaire qui se fait aider, qu'il ait envie ensuite de partager cette information autour de lui. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que la plupart des propriétaires qui se retrouvent dans l'impossibilité de payer, enfin en tout cas de notre expérience, ils se sentent extrêmement mal. Alors triste parce qu'il y a l'euthanasie de l'animal en jeu et que imaginer perdre l'animal qu'on aime du fait de ses moyens limités, c'est extrêmement culpabilisant pour un propriétaire, bien évidemment. Mais il y a une vraie envie d'avoir aussi un certain nombre de connaissances. Et alors bien sûr, il y a Internet, il y a des forums, il y a plein de choses, mais l'impression qu'on avait, c'était que ce trop-plein d'informations, il donnait pas toujours la bonne information. Et envie de donner une information qui était, entre guillemets, validée aussi par la profession vétérinaire, c'était important. Et ce parcours propriétaire, on l'a trouvé, une fois finalisé, tellement qualitatif, tellement ludique, alors c'est un parcours digital, là encore. Wolf a fait vraiment un travail exceptionnel. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé, nous, que ce parcours puisse ressembler à ça. Dans notre tête, au début, on imaginait, en gros, des fichiers PDF, des Word, un Google Form peut-être pour être fou, quoi, tu vois. Mais là, on a un truc... c'est des vidéos, des jeux, le propriétaire il joue et en même temps il apprend. On l'a fait faire régulièrement à nos enfants. Le parcours, ils adorent quoi. Ils adorent suivre le parcours, l'histoire de Moon et de Ida, qui sont le chat et le chien de ce parcours propriétaire. Et qu'en fait, on a décidé du coup, une fois qu'il a été terminé, que c'était même dommage de le limiter aux propriétaires qui étaient aidés par l'association. Et donc, on a pris la décision de l'ouvrir et de le rendre disponible en fait à tous les propriétaires. Trop bien.
Donc pour l'instant, il est terminé, il est en attente de lancement ce parcours parce qu'effectivement, il y a les derniers petits cadrages d'hébergement à finaliser, mais il est fait et c'est vrai qu'on en est assez fiers parce que si on attend les retours, bien sûr, on se dit que si seulement on pouvait aussi apporter cette info et anticiper ces problématiques de non-possibilité de paiement, ce serait génial, quoi, bien évidemment. Tu nous fais un super teasing là. J'ai hâte de voir à quoi se ressemble ce projet. Et du coup, donc, alors, si je résume, donc lancement démarrage, on va dire, en 2020, création de la plateforme, création de ce super projet d'accompagnement du propriétaire qui va bientôt, je ne sais pas si tu as une date, bientôt être lancé. Et du coup, la suite, où vous en êtes? Alors la suite, c'est vrai qu'entre-temps, étape fondamentale aussi de l'association, c'est que suite à la mise en ligne de la plateforme de gestion des dossiers, on a commencé vraiment à prendre en charge des dossiers de soins. Et ça, c'est quand même une étape. Je peux te dire que le premier cas qu'on a financé, je crois qu'on s'en souviendra toute notre vie. Parce que là, on était au cœur de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que clairement, on allait éviter l'euthanasie d'un animal en payant une partie de la facture du propriétaire. Donc ça a été un moment hyper émouvant. Je me rappelle vraiment de ce moment-là en juillet dernier. Et donc, régulièrement maintenant, on a des cliniques qui utilisent cette plateforme pour nous envoyer des dossiers de prise en charge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui roule bien. On est vraiment content parce que on en a régulièrement. Alors, il faut savoir qu'il y a des critères pour la prise en charge de ces dossiers de soins. Déjà, les critères, c'est des critères de pathologie, c'est-à-dire qu'on prend en charge des soins lourds à bon pronostic. C'est un choix de début de vie, entre guillemets, de l'association, parce qu'on dit que c'est les cas quand même les plus difficiles. Quand tu sais que avec une chirurgie, avec tel ou tel soin, tu es quasi sûr, alors on peut jamais être sûr en médecine vétérinaire, mais tu es quasi sûr qu'il sera guéri, et que malheureusement, tu es en train de parler, encore une fois, d'euthanasie. Donc, il y a ces critères pathologiques qui sont des critères importants, ce qui fait que ce sont quand même toujours des factures quand même assez lourdes. Et on prend notre moyenne de prise en charge, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Et on va dire en moyenne, on est à 1 000 € de prise en charge. Donc, c'est quand même des gros dossiers. Et il y a bien sûr des critères de prise en charge qui sont inhérents aux propriétaires avec des critères de ressources. Bien sûr, on va aider des familles qui sont très en difficulté. On se base sur des critères de logement locatif avec des critères de famille très modestes. Et ça marche bien. On est heureux de voir que ça fonctionne. On a les premiers retours des adhérents vétérinaires sur les dossiers gérés qui nous disent, mais en fait, ils nous font des phrases. C'était notre rêve, d'avoir des phrases comme ça, de dire le propriétaire, il m'a remercié 10 fois. J'ai été dans mon rôle de soignant parce que j'ai pu faire les soins. Et en plus, les gens, ils sont hyper contents de ce qu'on a pu leur apporter, en plus de la qualité des soins. Le fait d'avoir des clients des structures adhérentes qui disent « mais je suis fière de ma clinique en fait, parce que ma clinique elle est adhérente à un projet associatif comme ça ». Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que c'était aussi vraiment, vraiment ça qu'on voulait, c'est-à-dire aider l'animal en évitant l'euthanasie, aider les propriétaires à gérer ces moments difficiles et aider les équipes soignantes. Et quand on voit qu'on est dans cette mission-là, quand on voit que ça leur fait gagner du temps et qu'en plus ça leur facilite la vie et leur métier, on se dit super quoi. On ne doit pas être complètement à côté de la plaque. Non, et puis on a besoin de ça quoi quand on lance des projets, d'avoir l'impression. Oui, voilà, c'est ça, d'avoir l'impression parce c'est vrai, tu l'as dit, quand tu démarres, tu peux être le seul amoureux de ton produit en fait. Donc, exactement. Donc avoir un retour, avoir l'impression d'être juste et puis avoir l'impression en plus de vraiment faire quelque chose qui a de la valeur pour d'autres personnes, c'est assez incroyable. Et pour ça, je pense que bravo quoi, il n'y a pas d'autre mot. Je pense. C'est effectivement c'est un plaisir de tous les jours de se rendre compte effectivement d'avoir des petits messages, d'avoir des petits mots, d'avoir des choses qui se passent telles qu'on l'a rêvé. Et c'est vrai que ces retours, on les a de la part des propriétaires parce qu'ils nous envoient directement des messages. De la part des vétos et des équipes et des ASV. Souvent, on demande d'avoir un référent dans la clinique et si possible, un référent ASV parce qu'on est conscient que c'est souvent l'ASV qui est devant le propriétaire à ces moments-là. Et c'est vrai que pour nous, c'était aussi important que l'association, elle intègre vraiment les ASV dans le projet. Et puis, on a des retours aussi des mécènes.
Et ça, c'est génial parce qu'on a à l'heure actuelle plus de 25 mécènes, pour la plupart du milieu vétérinaire. C'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont rien à voir avec la profession, mais la plupart quand même, c'est des centrales d'achat, des laboratoires pharmaceutiques, des gens qui sont dans la profession. Et ces mécènes qui sont fiers de contribuer au projet. Quand on parle aux équipes de ces entreprises, d'avoir des super retours, des salariés des entreprises mécènes qui disent c'est génial, on est fiers aussi. Notre entreprise, elle contribue à un projet comme ça, parce que souvent, les salariés des entreprises mécènes, ils ont aussi des animaux, finalement, ça parle ça parle à chacun de nous. Et ces retours-là, mais ils nous font, ils participent à maintenir un vrai engouement, une vraie motivation dans le projet qui est génial, quoi. On sent une charge d'enthousiasme dans ta voix. C'est assez un peu incroyable. Une de mes caractéristiques aussi. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup à me forcer là-dessus. Non, c'est vraiment super. Et puis, c'est super de pouvoir de partager ça. T'avoir à mon micro et entendre cet enthousiasme et cette envie de faire quelque chose de bien et de faire une différence finalement, d'engager les gens dans la profession dans autre chose en fait que le quotidien, mais qui finalement est quand même leur quotidien. Enfin, c'est ça qui est super. C'est autre chose, oui et non, parce que finalement, pour nous, c'est vraiment le cœur de leur quotidien, quoi. C'est-à-dire que ces situations-là, ces problématiques, cette solidarité qu'ils ont déjà, pour la plupart, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui a participé au projet, c'est de se dire, les vétos, ils sont solidaires et personne ne le sait, quoi. Ouais. Et les clients le savent pas, le grand public se dit que les vétos pensent qu'à l'argent. Enfin, il y a vraiment aussi cette notion de décalage entre l'image que nous, vétos, on a de notre métier, parce que je pense que je suis pas la seule à être hyper fière de ma profession et de trouver qu'on est quand même tous des gens formidables, engagés, solidaires, et que finalement, cette espèce de décalage avec une vision du grand public qui est pas toujours liée à ça. Alors, faut pas généraliser, hein, il y a quand même, c'est pas aussi binaire, mais quand même d'avoir parfois des commentaires qui font mal. Ça, pour le coup, pour nous, c'était vraiment le cœur du quotidien des équipes, quoi. On n'avait pas l'impression de leur apporter quelque chose dont ils n'avaient pas idée et qui n'était pas au cœur de leur quotidien. Mais c'est vrai que le fait de le structurer, d'avoir un support aussi, parce que Vétéricare met beaucoup à disposition des vétos adhérents, des supports de communication pour les aider en disant, on sait bien que les vétos, ils n'ont pas de temps. Et que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui manque à beaucoup de vétérinaires, beaucoup d'équipes, c'est trouver du temps. Et donc, on apporte beaucoup de support pour les aider à communiquer là-dessus en disant, on sait ce que c'est, on a vécu ça pendant une quinzaine d'années, on va vous aider à le faire et on va vous faciliter un petit peu la tâche aussi pour mettre en valeur votre solidarité, vos valeurs d'entreprise, pour que vous ayez plus de facilité à en parler au sein de votre équipe, parce qu'encore une fois, quand les ASV, des fois, elles comprennent pas toujours pourquoi on prend la décision d'euthanasier un animal alors qu'on pourrait le soigner. Donc, le fait d'adhérer à un projet comme ça, c'est aussi pouvoir partager ça avec ses équipes, mais aussi le partager à ses clients. Et de montrer à nos clients qu'il y a cette vraie fibre solidaire au sein de la profession et au sein de leur clinique. Développer la fierté, le sentiment d'appartenance, c'est tellement important. Et c'est vrai quand on est le nez dans le guidon, honnêtement, des fois, on n'a pas toujours le temps de s'y atteler et d'y passer du temps. Clairement. Et j'ai envie de... je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, et probablement j'aurais plein. C'est ça. Il faut me couper. Je te laisse parler. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, en fait, je voulais dire peut-être pour clôturer, en fait, c'est quoi les prochaines étapes, pour toi, pour Vétéricare, comment tu vois les choses ? Alors, pour Vétéricare, les prochaines étapes, c'est de pérenniser vraiment le fonctionnement et, entre guillemets, de professionnaliser un petit peu le fonctionnement de l'association, parce qu'on a beaucoup vécu sur notre temps avec Guillaume, à tous les deux. Et c'est vrai que quand on a pris ces 8 mois de sabbatique, on avait tout ce temps à consacrer à l'association. Mais c'est vrai que déjà, on reprend de l'activité professionnelle, bien sûr, parce que c'est quelque chose, là encore, qu'on avait du mal à dire au départ quand on présentait le projet, mais c'est vrai qu'on est complètement bénévole avec Guillaume sur l'association. Donc, ça nous enrichit, ça nous épanouit, ça nous apporte tellement.
Ça nous permet de rencontrer des gens formidables, mais malheureusement non, c'est comme ça, mais c'est pas ce qui remplit l'assiette de nos enfants. Donc il faut qu'on trouve un équilibre et une structuration de l'association qui permettent aussi de pérenniser ça, alors que même qu'on a moins de temps et qu'on passe plus de temps dans nos projets professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et la professionnalisation de l'association, ça va passer par le fait d'embaucher et de faire participer aussi plus de gens au fonctionnement quotidien. Pas forcément à la gestion des dossiers, parce que encore une fois, tu vas dire j'insiste, mais la notion du digital, alors autant c'est galère quand ça marche pas, mais alors quand ça fonctionne, c'est d'une rapidité, même pour nous qui gérons pour l'instant à 2 les dossiers, c'est 3 clics quoi, hein, pour effectivement ouvrir la pièce jointe, dire on n'accepte pas, si on accepte, on met combien. C'est vraiment extrêmement facile et rapide, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, dans le développement de l'association. Il faut communiquer, il faut gérer la comptabilité, il faut gérer le développement aussi stratégique. Il faut qu'on développe aussi notre communication grand public. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et tout ça, il faut arriver à engager toute une communauté avec nous pour le faire. Donc ça, pour Vétéricare, c'est un peu l'ambition. Et puis à titre perso, je dirais que le plus chaud, c'est d'arriver à créer un équilibre entre toutes mes activités. Parce que le fait de faire plein de choses, c'était vraiment un souhait très très fort de ma reconversion. C'est ce que je faisais à l'époque où j'étais dans ma clinique, parce que j'avais une activité multiple entre un peu de pratique, de la gestion, du management. Donc c'était quelque chose déjà qui existait. Et j'avais envie de continuer ça dans ma prochaine vie professionnelle, de faire plein de choses différentes. Mais c'est vrai qu'il faut arriver quand même à trouver un équilibre entre toutes mes activités bénévoles, donc que ce soit Vétéricare, que ce soit Ergon, que ce soit le germe, que ce soit plein de choses qui m'enrichissent au quotidien, dont j'ai besoin vraiment, parce que ça donne du sens à ma vie. Mais aussi toute la partie, on va dire, plus lucrative de mon projet professionnel, avec les formations, avec l'accompagnement clinique. Et tout ça, il faut que ça colle avec un emploi du temps qui n'a que 24 heures dans une journée. Il faut que ça colle avec une envie aussi de profiter des enfants, de mes 2 enfants qui ont 8 et 10 ans, qui sont à un âge où ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Ils sont très impliqués dans nos activités, hein, y compris dans Vétéricare. Mais voilà, il faut leur consacrer du temps, parce qu'on se dit que dans 5-6 ans, ils considéreront que leurs parents sont has-been, qu'ils veulent plus les voir. Donc on se dit que c'est maintenant qu'il faut passer du temps avec eux et partager des choses. Donc voilà, cet équilibre, et c'est vraiment un équilibre pas évident, et c'est vraiment pour moi l'ambition de mes années à venir, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un équilibre assez vertueux, sans que certaines activités prennent trop de place au détriment des autres. Et j'avoue que c'est pas forcément toujours simple, d'autant plus que j'ai une petite tendance à toujours vouloir en faire plus. Pour te donner un exemple, là, d'ici une semaine, on accueille un Andy-chien dans la famille, en se disant, c'est génial, c'est un vrai projet familial aussi, pour le coup, de partager ça, de partager le don de son temps pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie d'inculquer à nos enfants. Mais c'est encore quelque chose qui prend du temps. Il faut aller faire des cours et tout. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais il faut que tu arrêtes, Céline, de partir dans 10 trucs quoi, à la fois. Mais d'un côté, honnêtement, c'est la vie, et c'est ce qui fait que tu te sens vivant, hein, selon moi. Donc, c'est génial, quoi. Céline, j'ai juste envie de te dire merci pour ce partage. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que voilà, merci et bravo. J'adore, j'ai adoré t'écouter, j'adore ce que tu véhicules. Je trouve ça super ce que vous faites. Je peux que t'encourager, et puis encourager aussi les gens qui nous écoutent à s'intéresser plus à votre projet. Et voilà, c'est tout. Eh ben, merci Sophie, merci pour ton écoute, pour tes questions. J'espère que tu as réussi à me couper dans mon enthousiasme pour quand même en placer quelques-unes, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer un petit peu quand je parle de tous mes projets. Mais c'était un moment vraiment extrêmement agréable, très précieux. Et puis, j'espère en tout cas qu'on va rester en contact proche
Je n'en doute pas. Avec grand plaisir. À l'avenir. Et puis, pour ceux qui écouteront cette podcast, n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez envie de précision, si vous avez envie qu'on en discute. Ce sera avec un énorme plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.